Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Silver Ndikumagengue, psychologue clinicien. Et je travaille à la SOA Burundi, une organisation locale, Society for Women Against AIDS, en tant que chef de projet d'amélioration de la prévention et de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous avons maintenant plus de 4500 personnes vivant avec le VIH que nous servons, et aussi autour de 4800 personnes travaillent du sexe. Et au sein de la structure, nous avons un centre convivial des personnes, donc des enfants et des jeunes vivant avec le VIH. Voilà donc le groupe qui nous côtoie toujours pour bénéficier des services, des soins appropriés. Et j'ai aussi bénéficié d'une formation sur la santé sexuelle et reproductive dernièrement avec ma collègue Delphine, avec qui nous allons démarrer cette présentation du Sexuum 7. Et voilà, dans le cadre du DDU, du diplôme interuniversitaire, je suis content de rencontrer tous nos invités, les participants, chers participants. Bonjour à tout le monde. Et voilà ma petite présentation en tant que panéliste d'aujourd'hui, que nous allons co-animer cette séance avec Delphine et Margot. Voilà. Merci Sylvain. Donc, moi, je suis Delphine Leclerc, je suis sexologue. Je suis déjà intervenue sur les sexoniums, sur transculturel, sur les violences. Et donc là, l'idée, c'était, vous avez eu il y a 10 jours un focus sur le consentement avec Mégane et Sandrine. Donc, moi, j'ai écouté bien évidemment attentivement les 2 heures. L'idée, c'est de ne pas revenir sur ce qu'elles ont évoqué, c'est de le compléter. Et avec Silver, on va le compléter par des situations. Là, vous avez eu 10 jours pour réfléchir. Moi, quand je suis allée au Burundi au mois de janvier, c'est une thématique qui a énormément choqué lors des ateliers. Bien souvent, ce mot consentement était découvert, le consentement dans la sexualité. Lors de l'atelier, alors là, il y a eu des rebondissements, beaucoup de rires et à la fois beaucoup. L'idée, c'était pas de choquer, mais ça a été vraiment, pour certains, assez percutant. Ce mot, surtout après quand on avait fait la définition. Donc, je vais reprendre la définition parce qu'il faut que tout le monde l'ait en tête. Et puis après, je vais laisser une grande partie de cette intervention à Silver pour qu'il, lui, effectivement, de par sa profession de psychologue, puisse évoquer et vous expliquer un petit peu la terminologie du consentement en Afrique, sur le territoire africain. Et puis après, moi, j'ai fait un petit peu des recherches du consentement hors frontières, alors en Asie, au Liban, au Bangladesh, donc je l'aborderai aussi. C'est un sujet très compliqué. Et même aussi ici en France, il faut savoir qu'en Belgique, alors Sandrine et Margot, pas Margot, mais Mégane l'évoquait, il a été dans la Constitution, le terme consentement n'est pas notifié en France dans la loi par rapport au viol. Donc, il y a une proposition inscrite qui est faite que depuis janvier 2025, que la définition du consentement soit dans la définition du viol. Voilà, donc même en France, ce terme de non-consentement plutôt n'est pas encore dans la Constitution. En Belgique, il y est depuis que 2022. Donc vous imaginez bien, voilà, en Afrique, c'est compliqué et Silver va vous expliquer pourquoi c'est compliqué, mais ça l'est aussi en France et partout ailleurs. Voilà, donc le consentement, je reviens sur la définition, il doit être donné librement. Le consentement sexuel doit être l'expression d'un choix libre et volontaire pour toutes les personnes concernées. Ne pas s'exprimer ou ne pas dire non ne signifie pas donner son consentement. D'accord? Ça, c'est très important. Nous, on a un proverbe en France qui dit que qui ne dit mot consent. Voilà.
Ça veut dire beaucoup de choses. Donc l'important, c'est l'accord entre les partenaires. Il doit être communiqué clairement et librement. Ça, c'est vraiment une définition qu'il faut avoir en tête. Il y a 4 types de consentement: explicite, implicite, acceptable et le refus. Après, il y a toute cette notion de comment moi je vais l'exprimer, mon non-consentement. Donc, nos sexologues, la dernière fois, Mégane et Sandrine l'ont évoqué, il y a le langage corporel, le silence, se détourner la tête, se tourner de son partenaire. Il y a le gestuel qui aussi peut évoquer le non-consentement. Donc ça, c'est très important. Il faut arriver, et le but de cette intervention, c'est que vous êtes médecin, vous êtes médiateur, vous êtes infirmier, vous êtes psychologue. Quand on aborde les violences, il faut automatiquement aborder ce consentement. Il faut expliquer. Alors moi, je travaille beaucoup avec les personnes migrantes dont ils découvrent le terme et on verra à travers le récit de Silver que c'est compliqué, c'est difficile à le faire comprendre. Exemple, dans le mariage, nous en France, euh, il est reconnu le viol entre deux époux. Et ça, c'est depuis 1990, hein, le viol est reconnu dans le mariage en France. On en est loin en Afrique. Donc effectivement, en Afrique ou ailleurs, hein, où les droits humains sont complètement bafoués. Le devoir conjugal, voilà, en fonction de son appartenance, de son éducation, de sa tradition, de sa religion, eh bien, on n'est pas dans le même, on n'a pas les mêmes définitions et on n'a pas les mêmes droits. D'où on vient, de quel pays on vient. Voilà. Je te laisse, Silver, la parole. Silver, Oui, oui, Delphine. voilà, je te laisse En fait, la parole. oui, en fait, comme vous le dites, la situation n'est pas si simple comme les gens le pensent. Le terme consentement, comme vous l'avez suivi dans le, le programme précédent, c'est un concept extrêmement difficile à mettre en pratique, surtout dans nos contextes. Surtout, par exemple, ici au Burundi, il n'y a pas de loi. À ce que je sache maintenant, il n'y a pas de loi sur le consentement. Sauf que il existe une loi pour la protection des mineurs. Sinon, pour d'autres situations, malheureusement, euh, il s'agit en fait, euh, il s'agit en fait pour les adultes d'une infraction sur plainte de la victime. Alors, sur le plan culturel, ici au Burundi, l'éducation fait que, par exemple, les filles baissent les yeux au lieu d'affirmer leur position. Cette attitude est interprétée par les garçons comme une acceptation de l'invitation et sont souvent victimes d'un acte sexuel sans consentement. Et alors, il est difficile alors de pouvoir détecter si réellement la personne qui se comporte d'une manière ou d'une autre se dit qu'il y a eu un consentement de la part de son partenaire. La place de la tradition alors dans la rupture du consentement entre les gens, comme Delphine l'a très bien dit, qui nous dit mot consent, ici même, dans notre culture, il y a également, il y a également des proverbes qui vont dans le sens de nier l'importance du consentement dans l'acte sexuel. Et par conséquent, l'absence de décision chez la femme, chez l'homme, signifie donc accepter la volonté de l'homme, du garçon et inversement. Euh, dans la logique des choses, s'il faut accepter, c'est intéressant de le proclamer haut et fort. Je pense que vous êtes d'avis que moi.
Alors, comment dire non? Comment dire oui? Comment s'affirmer dans la négation? Dire un non catégorique? Ne pas dire oui quand vous voulez dire non. Avec nos participants que je vois ici, il y en a beaucoup qui viennent de différentes cultures, de différentes civilisations. Euh, ils conçoivent le terme consentement de plusieurs façons selon le contexte, selon leur culture, selon même l'éducation. Et là, je donne un peu euh, le sens de ce terme dans le cadre du Burundi. Et c'est intéressant alors d'avoir comment les autres cultures, les autres pays conçoivent cet aspect. Parce que comme Delphine l'a très bien mentionné, lors de notre séance, nous avions des médecins, des psychologues, des médiateurs de santé, donc d'autres travailleurs sociaux. Et quand on a évoqué le terme consentement, ça a créé vraiment des situations très compliquées. Il a été difficile de gérer le groupe classe parce que c'était en fait, comment dire, c'était un terme nouveau, nouveau, je dirais, pas parce que ce n'est pas du vocabulaire français, mais parce que dans la pratique, quand on parle du consentement, c'est quelque chose euh, de, de, de tabou pour certains et certaines, et ça a créé donc euh, une situation classe qui était difficile à gérer, Delphine est témoin. Et alors, ici, nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs cultures, plusieurs participants des différents pays. Ils vont eux aussi avoir l'occasion de nous partager leur expérience, leur vécu. L'idée derrière, l'objectif est de justement faire en sorte que euh, euh, on puisse développer ce terme de consentement pour nous-mêmes d'abord, parce que ce n'est pas évident que nous aussi nous l'appliquons, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, le faire évoluer dans notre pratique professionnelle en tant qu'infirmier, infirmière, psychologue, médecin, travailleurs sociaux, et cela en faveur de nos bénéficiaires et aussi pour nos familles respectives. Je laisse l'espace pour nos participants à la séance pour que vraiment nous puissions avoir une idée sur ce qui se joue sous d'autres cieux. Ça serait bien que l'Afrique de l'Ouest, si elle est bien représentée, puisse aussi évoquer, parce que, comme disait Silver, et on le partageait ce matin, les pratiques au Burundi, Afrique de l'Est, ne sont pas les mêmes que l'Afrique de l'Ouest. Les pratiques, les violences, l'excision qui n'existe pas au Burundi, par exemple, la polygamie, il y a plein déjà voilà, traditionnellement, des choses qui n'existent pas. Donc, il serait bien de pouvoir partager avec un interlocuteur qui vient de l'Afrique de l'Ouest pour un pays musulman. Ça, c'est important aussi. La religion puisse aussi nous partager ce terme sur le consentement. Il n'y a pas un petit médecin ou une infirmière du Sénégal, du Togo, du Bénin? La Côte d'Ivoire n'est pas représentée. Je ne vois pas qui est représenté. Donc, quels pays sont représentés, Margot? Alors, ça commence à lever la main, donc je donne la parole. Par exemple, là, on a Jean. Jean, vous pouvez vous exprimer. Eh bien, on vous écoute, Jean. Bien, Jean. Oui, je suis Jean Delacroix. Je suis de la RDC. Je suis médecin. Culturellement, tel que Sylvain venait de le dire et comme Delphine l'a dit aussi, le consentement
c'est défini selon le milieu, selon les cultures et autres. Mais quand je parle du consentement, d'abord, je pense que toute l'Assemblée devrait réfléchir sur la situation qui se passe au Congo actuellement. Parce que tout ce qui est viol, c'est vraiment la monnaie courante. Statistiquement, on peut inventorier la période de l'année passée, 2024. On a eu plein de viols à Goma, au Nord Kivu et au Sud Kivu. C'est horrible. Les chiffres me font froid. Je ne sais même pas comment le dire. Parce que c'est quelque chose qui apparaît un peu très compliqué. Malheureusement, le monde n'en parle même pas. Et ce qui nous fait un peu peur, parce qu'on se dit, est-ce que nous sommes aussi des vivants comme tous les autres? Parce qu'on ne tient même pas compte de nous. Je suis un peu en exil maintenant. Pas en exil comme tel, mais j'ai fui mon milieu de vie parce que je vis à Goma, mais je suis présentement à Kalemi. J'ai fui pourquoi? Parce que seulement je ne suis pas capable de supporter ce qui se passe à Goma actuellement en termes de viol. Mais si je peux retourner un peu pour le webinaire d'aujourd'hui, nous parlons de consentement, le consentement tel qu'il est défini comme il se vit. C'est vrai, je pense que le monde devrait encore revenir sur la définition du mot consentement. Parce qu'en médecine, tout ce que nous faisons, nous avons des malades avec VIH, nous avons des interventions chirurgicales à faire, nous avons je ne sais pas quoi, et tout cela nécessite un consentement. Mais quand j'essaie d'observer un peu comment ça se fait, je constate que on fait comme si c'était une couverture du personnel soignant, et pas dans son vrai sens du mot, parce que le malade ou le client n'a pas la bonne possibilité de comprendre effectivement ce qui va se faire, mais seulement on cherche à se couvrir qu'on a eu un consentement des clients. On veut faire une intervention, malade PVV, on veut dévoiler sa sérologie, on lui demande est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse annoncer ceci et cela, malgré toutes les explications qu'on va faire. Mais en ce qui est de l'amour, des relations entre hommes et femmes, filles et garçons et autres, je pense que Sylvain a bien expliqué, il a montré ce qui se passe. Il est très difficile ici à l'Est parce que le Burundi n'est pas tout à fait différent du Congo. Il est très différent de comprendre qu'il y a eu consentement ou il n'y a pas eu consentement. Parce que même celle avec qui vous vivez ou celle avec qui vous connaissez, quand vous parlez et que l'on veut aller vers l'acte sexuel, vous allez lui dire la plupart des fois, c'est répondre par un non qui est oui, qui est acceptable. Et à la fin du compte, les choses, ce n'est pas tel que ça se passe. C'est en cas de difficulté. Par exemple, la fille a conçu, qu'elle dira non, il n'y avait pas consentement. Mais il n'y avait pas consentement pendant que tu as conçu et tu as passé tout le temps. Et maintenant que la grossesse a 3 mois et que le responsable, l'auteur de la grossesse, s'est dit non, vraiment, moi, je ne me sens pas confortable de vouloir avec cette grossesse. Ce moment-là, que tu dis non, j'ai été violée parce qu'il n'y avait pas consentement. Et là, ça devient un peu compliqué. Mais je crois, à notre niveau, si Sylvain peut peut-être qu'il peut me contredire, nous avons encore intérêt à pouvoir vulgariser l'approche du consentement dans son sens le plus intègre pour que les gens comprennent que si on a dit oui, il faudrait que ça soit un oui. Si on a dit non, qu'on accepte que c'est non et que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que culturellement, ça entre dans leur vécu quotidien et les gens ont tendance. Vous me comprenez? Oui, oui. On a tendance à ignorer cet état de choses alors qu'il y a
la fameuse... On a perdu Jean. Déjà, en attendant que Jean revienne, moi je voulais rebondir. Oui. Ah, en attendant que Jean revienne, de toute façon, de toutes les guerres, la femme a toujours été utilisée comme arme de guerre. Donc, effectivement, c'est très émouvant de ce que peut encore nous évoquer Jean à travers ce qui se passe au Congo. Et là, j'ai vu tout à l'heure Solange se connecter, pourra aussi nous raconter le travail de Mukwege qui répare les femmes pendant le génocide Rwanda. Et puis aussi nous en Europe avec l'Ukraine, pareil, toutes ces femmes qui se font violer. Donc effectivement, nous les droits forcément en Europe, on a des droits et on est reconnus en tant que femmes, mais effectivement dans les pays sous-développés, tels l'Afrique, l'Asie, parce que aussi en Asie, quand je vais vous raconter une histoire en Inde et au Bangladesh, les conditions de la femme et les droits humains, c'est bafoué, quoi. Donc, merci Jean de ce témoignage. J'espère qu'on va vous retrouver. Peut-être que Solange peut intervenir parce qu'elle fait aussi partie du Congo RDC et elle a une très grande expérience, notre futur docteur sexologue. Je ne sais pas si Solange, tu nous entends, si tu veux intervenir. Bon, autrement, il y a Sidovi qui veut bien. Bonsoir. Solange? Oui, je suis là. Bonsoir. Ça va, Solange? Bonsoir Solange. Oui, Sylvestre, salut. Margot, salut. Salut tous. Voilà. Donc, si tu veux intervenir sur le sujet, Solange, merci de ta participation. Hein. Oui, merci beaucoup. Consentement. Au Congo, c'est comme au Burundi. On est des pays voisins, des pays du Grand Lac. Donc, on partage la même culture parfois dans certaines choses. Et du coup, sur les consentements, nous sommes, donc notre pays est quand même large, 2 345 000 km², avec 26 provinces. Pour le moment, comme Jean Delacroix vient de le dire, mon confrère, il y a des coins où il y a la guerre, il y a d'autres coins où il n'y a pas la guerre. Donc vous comprenez que de la même manière, il y a des coins où il y a une culture où le consentement est peut-être bafoué. Il y a d'autres points où on respecte le consentement de l'autre. Et du coup, moi, je disais que le consentement devrait faire partie du droit sexuel. Et parce que nous, en tant que soignants, on peut parler, on peut sensibiliser, mais aussi longtemps qu'on n'est pas aidé par les politiques ou on n'est pas aidé par la justice, ça sera toujours en vain. On a des cas vraiment cliniques. On a aussi des cas dans notre environnement, comme je voudrais donner l'exemple de notre gardien. Il a épousé une femme par force, je dirais. Donc, le fait juste de se parler mutuellement, comme Sylvestre le disait, la femme baisse ses yeux, elle ne veut pas regarder dans les yeux de l'homme, elle sourit, et il y a des cadeaux, tout ça. L'homme se dit que voilà, j'ai gagné. L'homme s'est dit j'ai gagné et il s'est dit qu'il a droit, donc c'est déjà sa femme. Après ça, la femme va dire non, non, j'ai mon fiancé et du coup, je ne veux pas de toi. Le mec va dire non, ça ne peut pas aller comme ça. Il va aller traduire en justice, il va amener la fille en justice et on va mettre la fille en prison. Après, on va dire à la fille pourquoi tu recevais ces cadeaux si tu savais que tu avais un autre fiancé, quoi. Donc, pour le moment, soit tu choisis la prison, soit tu vas chez le monsieur. Et c'est comme ça que la fille, donc le mec a épousé la fille de force jusqu'à avoir même une grossesse. Donc, elle vient d'accoucher là. Donc, ils vivent ensemble, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'harmonie. Du jour au lendemain, des bagarres,
des histoires comme ça. Donc, des forces ou de quoi, vous devez vivre ensemble. Il y a des points où vous voyez que c'est vraiment, il y a la justice qui s'impose. Il y a d'autres points où vous trouvez que non, c'est normal. Une femme doit suivre ou doit accepter ce qu'un garçon vient de lui dire. Ou parfois aussi, il y a des situations où vous n'avez pas accepté, mais l'homme prend le courage de vous violer, si je peux le dire. Il fait l'amour de force avec vous. Et là, vous vous trouvez maintenant dans une situation où vous ne pouvez plus refuser parce que la culture aussi est à côté. Et il y a les histoires de virginité, les histoires je ne sais de quoi, et du candidaton. Et là, vous vous trouvez devant un défi, quoi, et vous dites, je dois y aller comme ça. Alors que vous n'aimez pas à fond. Donc, vous n'avez pas consenti du tout. Ou vous tombez, vous avez une grossesse, comme Jean Delacroix le disait, et du coup, vous vous dites, je vais faire quoi après? Je dois partir comme ça pour que les gens ne puissent pas rigoler de moi, pour qu'ils ne puissent pas se moquer de moi. Alors que vous n'avez pas consenti. Et ce que je remarque aussi, c'est comme si c'est un acquis. Une fois que vous avez accepté, que voilà, on peut faire l'amour, on peut être ensemble, tout ça, vous acceptez mutuellement, vous avez approuvé, vous n'avez plus le droit de refuser. Dès que vous dites que voilà, je ne veux plus, ça devient une guerre. L'homme ne veut plus, par exemple, ou la femme ne veut plus. Parfois, il peut y avoir des comportements que vous n'adoptez pas ou des actes sexuels que vous ne voulez pas et vous n'avez pas le droit de refuser parce que vous êtes femme, par exemple, et vous devez obéir à votre mari. Et vraiment, moi, je me dis que la justice doit beaucoup nous aider. Ça doit appartenir aux droits sexuels pour que la femme puisse encore se sentir à l'aise ou l'homme dans les cas où c'est une violence basée sur le genre. Voilà ce que j'allais ajouter. J'ai dit encore courage à mon collègue Jean Delacroix, qui est déplacé à Kalemi dans la province de Tanganyika. Là aussi, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choléra et autres choses. Donc, du courage. Merci beaucoup. Merci Solange pour ce témoignage toujours aussi fort. Donc effectivement, les conditions du pays, la guerre, fait réfléchir et Solange le disait effectivement, tout ça doit s'inscrire dans les droits humains et dans la loi. Nous, la chance ici que nous avons en France et en Europe, dans beaucoup de pays d'Europe, c'est que la loi change et nos politiques, en tout cas, prennent ce problème à bras le corps. Ça, c'est important. Merci Solange. Merci. Tu veux Silver? Oui, Delphine, justement Delphine, pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer, évoluer dans un contexte qui respecte le concept de consentement, s'il faut avoir un acte sexuel avec un partenaire, il y a toujours ces occasions de discuter, de parler, de réfléchir ensemble et aussi arriver à une étape d'influencer les lois, les politiques et pour lutter contre ces cas de violence et de viol qui sont commis sous la casquette que la personne a dit oui, a, a fait semblant de ne pas accepter, et alors qu'il ne s'agit pas en réalité d'une situation de consentement, d'acceptation d'avoir un acte sexuel. Et là, on se retrouve avec trois catégories de personnes. Vous trouverez donc des personnes qui ont une conduite soumise et d'autres qui ont une conduite d'équilibre et d'autres qui ont une conduite dominante. Et c'est dans cette dernière catégorie que vous trouverez souvent des gens qui agressent sur le plan sexuel, tout en estimant que
mademoiselle telle a accepté, a compris ce que je veux, ou a eu un consentement quand on a conclu un mariage ensemble et que ce consentement est éternel, je dirais, alors que le consentement doit être dynamique en fonction de l'évolution, en fonction des situations que chaque personne traverse. Je vois Mme Anao. Sylvain, je voulais juste intervenir sur ce que tu viens de dire là. Je pense que Oui. dans l'acte sexuel, ce qui est très important, déjà, c'est la communication dans le couple, et c'est de toujours réévaluer à un moment donné dans la soirée de l'état de son partenaire. Ok, Tout à fait. elle ou il était d'accord au début, est-ce qu'à ce moment-là, une heure après, il est toujours d'accord. Donc je pense que déjà aussi, ça a réévalué dans son propre couple et aussi ce consentement avec son épouse ou son mari. Deuxième chose que je voulais évoquer, effectivement, il y a la loi, les politiques doivent s'en mêler, mais est-ce que tu ne penses pas, Sylvain, qu'une éducation à la sexualité à l'école, comme nous on peut faire en France sur le harcèlement, sur d'autres thématiques, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait se faire dès l'enfance, à l'école, où on pourrait déjà évoquer ce terme consentement avec les jeunes? Oui, Delphine, la sexualité doit être abordée dès la naissance. La psychologie le dit clairement, on est avec, on grandit avec et on doit mourir avec. Et à chaque étape de la vie, la sexualité évolue. Comme les différentes phases de développement humain changent, la sexualité aussi doit évoluer selon cette courbe de développement. Et là, alors, dire que à quelle phase, à quel stade il faut commencer à parler de la sexualité, je crois que ces thèmes doivent être abordés à bas âge et surtout, si possible, par exemple, ceux qui fréquentent l'école, ces thématiques doivent être intégrées dans le curricula scolaire. Et cela à partir du moment que l'enfant commence à aller à l'école, il doit apprendre ce que c'est la sexualité en fonction, bien sûr, du stade. Pas seulement là, même quand l'enfant est encore tout petit, vous êtes témoin quand vous êtes dans vos familles respectives. Les enfants posent beaucoup de questions et parfois embarrassantes, difficiles à répondre. Et malheureusement, nous, en tant que parents, nous donnons des réponses qui ne cadrent pas bien avec la réalité et pour échapper juste à la question qui est posée. L'idée alors, plus on évolue, le consentement doit aller de pair avec l'évolution même du concept de sexualité et à différents stades. Sinon, les gens se retrouvent dans une situation où la violence constitue le lot quotidien, comme c'est le cas par exemple dans les moments de crise. Je parle par exemple ici au Congo, là où il y a la crise, la violence constitue aussi, le viol plutôt constitue une arme qui est utilisée parce que même nos sociétés ne sont pas éduquées à une sexualité saine et responsable. On peut donner la parole à Mme Analo? Oui, il y a Mam, oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Je transmets mes salutations à tous les panélistes. Moi, c'est Madame Tenmam Anolo. Je suis assistante sociale de formation. Je vous appelle du Sénégal, à Dakar particulièrement. Bonjour au Sénégal.
Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour au Sénégal. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour. Bon, pour un peu intervenir par rapport au thème, sur les consentements, il faut dire que, bon, ici au Sénégal, il faut reconnaître que les choses ont beaucoup évolué. Je ne dis pas que tout est parfait, non. Parce que si on prend l'exemple de l'excision, il faut dire que beaucoup de résultats ont été faits allant dans le sens de l'abandon. Cependant, il faut reconnaître qu'il existe jusqu'à présent des poches de résistance. Et en matière d'excision, on ne peut pas parler là de consentement. Parce que d'habitude, ça se fait à un âge où l'enfant, on ne lui reconnaît pas son droit de dire oui ou non. Donc, il subit. Donc là, on ne peut pas parler de consentement. Parce que l'excision se fait à un âge très jeune. Donc, là, on ne peut pas parler de consentement. Et vous savez, ici aussi au Sénégal, le sexe est quelque chose jusqu'à présent. Certes, il y a des avancées très significatives, mais jusqu'à présent, le sexe demeure un tabou. Nous, dans nos familles, on ne parle pas d'habitude de sexe avec nos enfants, avec la famille. Aujourd'hui, les enfants parlent de sexe, bien sûr, avec les réseaux sociaux, mais dans le cercle familial, dans beaucoup de familles, on ne parle pas de sexe parce que c'est un sujet tabou. Et pour la polygamie aussi, il faut reconnaître que on ne demande pas de consentement à une femme pour en prendre une autre. Certes, il y a une minorité d'hommes qui le font avant de prendre une deuxième femme, vraiment par respect à leur première épouse. Il en discute avec elle, il prend en compte son consentement pour aller chercher une deuxième femme. Mais le plus souvent, et dans la majorité des cas, le consentement de la femme n'est pas pris en compte. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ouais. Donc, je pense que des avancées significatives ont été faites, mais il reste encore quelques pas encore à franchir pour vraiment dire qu'il y a cette égalité-là. En matière de viol aussi, c'est ça. Parce que ici au Sénégal, rare, moi je ne l'ai jamais entendu, je n'ai jamais entendu une femme traîner son mari au tribunal pour dire qu'il m'a violée. Ça, c'est tabou, on n'en parle pas. Les femmes, elles subissent dans le silence. Oui. Même si tu n'as pas envie, ton mari a envie, tu dois te soumettre. Ça, c'est des croyances socio-culturelles, des croyances religieuses. On dit que la femme doit se soumettre à son mari. Et on nous a éduqués comme ça. C'est rare de voir un procès, une femme et un mari aller au tribunal pour dire que mon mari m'a violée. Et pourtant, parfois, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. On te force, mais est-ce que tu vas, quand tu sors pour raconter ça, tu seras la risée même. Donc, au lieu d'être victime, tu seras le coupable. Ça, c'est quelque chose, c'est des réalités ici au Sénégal. Mais il faut reconnaître aussi que les droits de la femme, vraiment, il y a des avancées très significatives qui ont été faites. Parce que nous, notre génération, comparée à celle de nos mamans, vraiment, il y a beaucoup de différences. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. Allô? Merci Anna. Oui. Merci Anna pour votre intervention pertinente. Ouais. Ça nous donne justement l'occasion de comprendre que même au sein du couple, les violences, le viol se fait. Permettez-moi que je vous partage
une situation que nous avons vécue dans notre centre de convivialité pour jeunes et ados, qui est ouvert aux jeunes de moins de 24 ans et qui est tenu par des jeunes eux-mêmes. Il s'agit en fait d'un couple différent, sérodiscordant, donc qui ont un statut sérologique différent. Le statut du mari est séropositif, mais séropositif plutôt, mais n'est pas déclaré à son partenaire, mais il est sous traitement antirétroviral. Cette situation a été connue en fait lors de la séance de dépistage ou lors de l'entretien et la santé sexuelle a été abordée. La femme, en fait, vit toujours une situation de peur d'être contaminée par son partenaire à chaque fois qu'elle fait des relations sexuelles avec son partenaire. Durant sa vie de couple, elle fait des actes sexuels sans consentement. Elle esquive toujours ou souvent cet acte et le fait contre son gré pour plaire à son partenaire et en même temps avec un sentiment ambivalent dû à un risque d'être contaminé. Chaque acte, selon elle, est interprété comme un moment probable de contamination et par conséquent, elle n'est jamais consentante. Et ce que nous devons nous en féliciter, c'est que le mari a une charge virale indétectable supprimée. Et donc, lui, il est informé suffisamment par rapport à son statut sérologique et aux conditions de vie. Mais en réalité, sa femme n'est pas du tout au courant de tout ce qui est là comme information et ça déséquilibre en fait la santé sexuelle du couple. Et quand la santé sexuelle du couple n'est pas bonne, vous êtes du même avis que moi, que même tout le développement du couple est en danger parce que la sexualité fait partie intégrante des composantes de notre vie et par conséquent, si on n'est pas épanoui, si on n'est pas épanoui en couple, si on n'est pas épanoui avec votre partenaire, il est évident que même la productivité, le rendement est toujours décroissant. Voilà, donc c'est une situation vécue ici parce que nous recevons beaucoup de cas qui nous déclarent qu'il n'y a pas de consentement quand ils font des relations sexuelles. Et je voulais annoncer dans ma présentation que nous avons une autre catégorie de personnes, c'est-à-dire des travailleurs de sexe, qui font eux aussi des actes sexuels pour d'autres dans une situation presque difficile pour elles parce que le terme consentement aussi n'est pas beaucoup plus appliqué dans ça parce que le travail, être travailleur de sexe, ça demande aussi, c'est aussi un autre aspect qui peut-être qu'on abordera plus tard. Mais vraiment, ce que vous dites, Madame Anna, le consentement, c'est un thème qui doit nous préoccuper nous tous parce que c'est vraiment c'est dommage de vivre une situation de viol dans un couple pendant beaucoup de temps, de vivre avec un partenaire et te sentir dans une situation de violence, de viol. Vraiment, c'est douloureux et ça nuit, c'est une situation qui nuit à la santé, au bien-être physique et mental de la victime. Et puis, Silver, forcément que c'est un tabou et je rebondis sur ce que évoquait Mam tout à l'heure. Effectivement, le lourd poids du secret et puis la peur des hommes ou des femmes du rejet de la famille. Si une femme peut aller porter plainte contre son mari, elle a toute sa famille à dos, voire même être répugnée de la famille. Donc tout ça, c'est compliqué avec les enfants.
avec des violences qui vont de plus en plus être importantes aussi. Et puis, sans oublier aussi, avec une consommation d'alcool très importante. Moi, je le vois en Afrique, hein, beaucoup consomment, bon, il y a la Primus, mais il y a autre chose, les gens boivent beaucoup. Et donc, effectivement, bah, quand on n'est pas maître de son mental, on fait les pires crimes, si vous voulez. Donc, enfin, tout ça, mais c'est aussi compliqué aussi en France, hein, c'est ce qui se passe aussi en France. Mais en Afrique, il y a ce lourd poids du secret familial et voilà, c'est ancré et on ne quitte pas un mari, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec cette... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous avons une main de Sedoui Oui. et Bonjour. bonjour Sedoui. Bonjour, vraiment bonsoir Silver, bonsoir Delphine et bonsoir aux panélistes. Je suis Nyanvi Sedoui Kopérik Hubert. Je suis béninois, je suis au Bénin. Je suis socio-anthropologue de la santé. D'abord, je félicite Silver qui fait un très bon développement à propos du consentement. Et je veux juste intervenir sur 3 volets. Le premier, c'est le viol. Et parlant du viol, j'étais en campagne dans le Mono au Bénin où il y a le rapt qui existe encore. On fait le mariage par rapt. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est que j'ai eu des exemples où le Nigeria est frontalier au Bénin, fait une frontière au Bénin. Les jeunes ayant trouvé du travail au Nigeria, ils vont travailler et quand ils rentrent, ils connaissent la fille parce qu'ils ont quitté les mêmes milieux. La fille est jeune, ils sont plus relativement âgés de 10 à 15 ans, plus que cette jeune fille. Alors, quand ils rentrent, pendant les fêtes de fin d'année, en Noël et janvier, ils donnent 200 000 au papa et 100 000 de francs CFA à la maman. Et donc, le pacte est conclu sans que la fille ne soit au courant. La fille, on lui commande, elle va au marché, les jeunes l'attrapent et on l'attrape, on l'amène chez le monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, cette jeune fille est attrapée, elle est envoyée chez son nouveau mari. Le mari tente de la violer et lorsqu'elle refuse, il y a des hommes trapus pour le boulot qui sont là et qui la maintiennent pour que le mari quand même passe à l'acte. Souvent, c'est des filles qui sont très jeunes et vierges. Et il y a la police qui a intervenu et le phénomène a reculé, mais ce phénomène existe. Le second phénomène, c'est celui de l'excision, qui a pris une autre forme malgré les multiples sensibilisations au niveau des acteurs culturels, c'est-à-dire les chefs traditionnels, ceux qui participent à cela. Cette fois-ci, ils font ça la nuit dans le nord du Bénin. Ce n'est plus en pleine journée, mais dans une forêt. Donc, nous sommes en pleine déconstruction psychologique pour ramener actuellement ceux qui continuent ces pratiques parce qu'ils trouvent que c'est une pratique culturelle et que ça protège la femme contre certaines choses. Ça, c'est dans le nord du Bénin. Bon, je viens maintenant au consentement. J'ai travaillé sur le VIH également. C'est sur ça que j'ai écrit ma thèse. Et c'est un peu compliqué. D'abord, dans nos centres de santé, il faut le dire, lorsque la femme est enceinte, lorsqu'elle va pour les consultations prénatales,
On ne prend même pas son avis avant de lui faire le test de dépistage. Parce que lorsqu'on veut son consentement, elle risque de dire non. Donc, je constate qu'il y a donc des barrières culturelles qui s'opposent à la bonne marche ou au bon fonctionnement du système sanitaire, où les acteurs, les politiques sont obligés d'imposer d'une manière ou d'une autre le dépistage. Aujourd'hui, au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Le consentement n'est plus une histoire d'homme. Aujourd'hui, au Bénin, il y a les femmes qui violent les hommes aussi, même dans le couple. Lorsque vous voulez sortir, et c'est un phénomène courant au Bénin aujourd'hui, les matins ou dans la soirée, lorsque les maris rentrent du boulot, s'ils disent qu'ils doivent sortir, la femme fait tout pour les violer parce que ces femmes se disent, lorsqu'ils iront dehors, ils iront chercher d'autres filles. Donc, elles vont l'épuiser avant qu'ils ne sortent. Donc, c'est dans les deux sens, mais j'ai une petite question. Et il y a une dynamique où les gens consomment de l'opium, plein de choses, de tramadol pour avoir des rapports sexuels. C'est un phénomène qui est grandissant au Bénin actuellement. Et quand je regarde bien la signification du consentement, ce concept est vraiment à expliquer. Parce que on constate qu'il y a des femmes excusez-moi le terme, hein, des masochistes, qui aiment qu'on leur fait la bombe par la violence. Elles n'ont pas ce sens de consentement. Il y en a au Bénin. Et quand vous les voyez, elles ont des caractéristiques où elles font les cheveux, ils dépassent le niveau de leurs fesses. Elles te disent qu'on les tire par là. Est-ce qu'on peut parler de consentement dans ces conditions? Donc, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et ça ouvre ma réflexion. Et dans quel contexte peut-on parler des limites du consentement au Bénin? Et c'est quoi le consentement au Bénin? Et en particulier dans chaque ère culturelle. Merci beaucoup. Je te laisse répondre, Sylvain. Avec nos participants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un élément de réponse par rapport à ce que notre ami vient de dire? Bonjour, est-ce que je peux parler? Lisa. C'est Lisa. Oui, Je Lisa, suis welcome. médecin de formation. Je suis en RDC, à Kinshasa particulièrement. Oui. Par rapport à ce que Hubert vient de dire, vraiment, ça m'a donné beaucoup d'éléments de réflexion parce que c'est vraiment un problème, je crois, culturel. Un problème vraiment culturel. Nous, c'est pas à ce niveau-là, mais je crois que je sais pas si on peut en parler dans les cas de MSM, je crois que ce genre de comportement existe. Donc, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, quand tu te retrouves lors d'une fête ou d'une réception, là où il y a des personnes avec, entre parenthèses, inclusion, ce sont des choses qui se font couramment. Et je ne pense pas que le consentement est de mise dans ce genre de fête, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des drogues, ils mettent dans
dans les verres d'une personne pour qui ils ont envie d'être avec. Je masque les mots et puis ça se fait. Donc là, il n'y a pas de consentement. Je peux juste Donc, intervenir. ça peut être un viol. Donc, en fait, par rapport à ce que Hubert a dit, c'est vrai qu'il y a culturellement, c'est difficile à une épouse de dire à son mari que non, je suis fatiguée, aujourd'hui je ne veux pas. En tout cas, dans nos cultures, c'est difficile à le faire. Vous êtes là, vous acceptez, et puis ça se fait, et puis vous avez des enfants, vous vous réveillez le lendemain, et puis la vie continue. Donc, culturellement, le consentement comme tel, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait expliquer et avoir plusieurs séances de sensibilisation pour que ça puisse vraiment entrer dans la tête des gens. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est très, très bien d'évoquer ces thématiques-là que je connais bien parce que j'ai travaillé avec des associations MSN. Alors, il faut savoir que dans le libertinage, dans le MSN, dans les pratiques sexuelles, il y a beaucoup de codes. C'est très, très codifié. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de consentement dans ce genre de pratiques sexuelles. Ce sont des gens qui sont déjà, ils se rencontrent dans des lieux où ils ne sont pas, on va dire, obligés d'aller. Effectivement, ils ont des pratiques sexuelles, on adhère ou on n'adhère pas, la question n'est pas là. Mais en tout cas, ils sont au courant de ce qui va se passer. Exemple, je ne sais pas si vous connaissez les pratiques du bandage. C'est cette histoire d'attacher, être attaché lors du rapport sexuel. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Encore une fois, on n'évoque pas. En santé sexuelle, on ne juge pas les pratiques sexuelles. Tout simplement, il y a des codes. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle va avoir cette pratique-là avec son ou ses partenaires ou plusieurs partenaires. Et là, ce sont souvent, dans le libertinage et la MSN, qu'on revient sur le consentement. C'est-à-dire que la personne peut être d'accord à un moment donné et peut arrêter à un moment donné. Pour avoir travaillé avec des associations pendant très très longtemps sur le libertinage, il y a des ouvrages et si vous voulez en savoir davantage, j'ai pas mal de revues sur le domaine, donc je pourrais vous les faire partager. Il faut savoir que c'est très codifié. Et je crois que je n'ai jamais vu, alors forcément, Elisa l'évoquait et on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi la prise de stupéfiants, d'alcool. Là, ça peut devenir compliqué, effectivement. Mais il faut savoir quand même que, voilà, dans certains jeux sexuels, les deux partenaires ou les partenaires, il y a ce consentement. Ça, c'est important. Alors après, comment ça se passe en Afrique? Moi, je vous parle effectivement de ce qui peut se passer sur le territoire français. Mais en tout cas, en Afrique, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que tout est codifié. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Christiane, c'est ça? Ou Jean Delacroix qui veut réagir? Oui, bonsoir, c'est Christiane. Je ne Bonsoir, sais pas si Christiane. vous Bonsoir, m'entendez. Christiane. Oui, Si. oui, Christiane de la République centrafricaine. Je voudrais d'abord remercier Sylvain pour toutes les bonnes pratiques qu'il nous a enseignées concernant le consentement. Et bien entendu à Delphine et à Elle est partie, qui ont aussi modéré. Et justement, je voulais réagir concernant le consentement parce que vraiment, c'est quelque chose de très, 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 très pertinent. Et je me réjouis que ça a été vraiment, pour ne pas dire désengorgé, dans tout son sens. Parce qu'on a tendance toujours à penser que le consentement, c'est seulement lié
à un test de dépistage ou au fait que une femme doit accepter ou un homme doit accepter une relation quelconque. J'ai été vraiment très édifiée et du coup, je me disais que c'est des choses qu'il faudrait que, pour ne pas dire mieux capitaliser, mais de voir dans la mesure du possible au niveau de la lutte, justement au niveau de la lutte, si on pouvait revoir peut-être s'il y a des politiques, s'il y a des directives au niveau pays, de voir comment on peut mieux améliorer encore ce consentement-là. Parce que ça rejoint beaucoup d'aspects, mais c'est vraiment spécifique. C'est limité plutôt, c'est limité. Alors que ça doit avoir vraiment une couverture dans tout son ensemble en termes de consentement. Et aussi, l'autre aspect, ça concerne aussi ça m'échappe un peu l'excision. Au niveau de la République centrafricaine, bien entendu, l'excision continue. Mais c'est la communication qu'il y a autour de l'excision qu'il faudrait qu'on puisse peut-être avoir soit plus d'informations et de clarification dessus, parce que ça continue, bien entendu, et pour nous, dans la région numéro 4, c'est vraiment quelque chose de normal, quoi, parce qu'il faut que cette fille-là, cette jeune fille, puisse être excisée afin que l'excision puisse diminuer le degré de son excitation, du plaisir qu'elle puisse avoir dans sa relation sexuelle avec son homme, ou voir même si elle est PS avec un client. Donc ça, c'est des discussions aussi que je partage. Et donc, pour terminer, pour chuter, pour ne pas trop prendre de temps, c'est que ce serait vraiment très important que peut-être au-delà de ce webinaire, que les discussions puissent continuer. Bon, c'est ma première fois de prendre part à ce webinaire, je m'en réjouis, mais c'est beaucoup d'expériences que je souhaiterais, soit peut-être avec Super, ou peut-être avec Delphine, pouvoir continuer pour voir comment est-ce que, étant donné que nous sommes des organisations de la société civile qui faisons la lutte dans les 3 maladies, comment est-ce que nous pouvons apporter en plus de ce que nous faisons, des réponses dans ces domaines vraiment spécifiques qui sont accrus dans nos sociétés et dans nos cultures ici en République centrafricaine. Donc, voilà, c'est ramasser ce que je voulais dire, mais vraiment, encore une fois, c'est une réjouissance de pouvoir intégrer ce webinaire. Mais comme je vous ai dit, je fais pas un plaidoyer, mais c'est comme une demande de pouvoir solliciter auprès de Silbert. J'ai très bien suivi qu'il est en déplacement vraiment. La lutte est faite de beaucoup de constance aussi et beaucoup de courage dans la condition dans laquelle vous êtes, Silbert. Et donc, nous espérons que nous pourrions continuer. On a perdu Christiane. On reprendra tout à l'heure avec Christiane si elle peut se connecter. Je vois qu'il y a Innocent. Il y a Innocent, oui. Qui peut intervenir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Innocent. Innocent. Oui, bonsoir. Oui, je suis Innocent Brice William Vonda du Cameroun. Je suis accompagnateur psychosocial au centre hospitalier d'Essos. En fait, je travaille plus dans la lutte contre le VIH-Sida, où j'ai été plusieurs fois point focal violence basée sur le genre, point focal population clé, ça veut dire les MSN, travailleuses de sexe, utilisateurs de drogues injectables et autres. En fait, je voudrais dire que le problème du consentement va à la base. Parce qu'en Afrique, la notion d'éducation sexuelle est très tabou. Lorsqu'il faille parler de sexe, ça devient tabou. Un parent ne s'assoit pas facilement, ou même deux cousins ne vont pas facilement parler de sexe. En Afrique, lorsque tu abordes le sexe, on commence à te stigmatiser un peu à un moment parce qu'on se dit, toi, tu es pervers. Donc, aborder déjà la question est difficile. Mais j'ai remarqué, lorsque j'écoute la plupart des propos, je l'ai que la notion de consentement regarde une seule partie, la femme. Comme si en fait le consentement venait uniquement du côté de la femme.
lorsqu'on a un couple homme-femme, il ne faudrait pas oublier que l'homme aussi doit donner son consentement. Parfois, vous allez avoir un monsieur qui rentre du travail assez épuisé, mais sa femme, elle a cette envie-là de le faire, mais il se retrouve obligé d'entretenir le rapport sexuel. Il se retrouve obligé d'entretenir le rapport sexuel. Donc, ici aussi, ça pose la question du consentement, parce qu'après, lorsqu'on a déjà la notion d'obligation, ça veut dire qu'on n'est plus consentant. Il n'y a plus la volonté, il n'y a plus cette envie, ce désir personnel. Parce qu'il faudrait avoir déjà le désir du côté personnel. Et maintenant que les deux désirs se croisent, c'est où on parle de consentement, si j'entends bien. Également, il est à noter que la dot en Afrique est un vrai frein dans les couples. Parce que vous allez voir, pour un mariage dans certaines tribus, surtout chez nous au Cameroun, vous allez voir par exemple les Bétis, où la dot va s'élever à des millions de francs CFA. Pour l'homme, il considère sa femme désormais comme un acquis. Ça veut dire que lorsqu'il rentre chez lui et qu'il veut avoir un rapport sexuel, il se dit, j'ai acquis cette dame, alors faire l'amour pour elle devient un devoir. Vous voyez un peu la grande difficulté. En fait, le rapport sexuel devient plus un devoir qu'une relation humaine. Parce que vous allez voir, quand l'homme lui rentre assez tard, il est fatigué, il est obligé de faire l'amour parce que la femme va lui exercer son devoir. De même que lorsque la femme n'est même pas consentante, l'homme va lui obliger parce qu'il va dire c'est un devoir. Donc, c'est un peu un problème parce que nous sommes dans des sociétés qui sont non seulement patriarcales, mais on a des conceptions assez limitées de la relation sexuelle. On ne regarde pas d'abord la notion de plaisir, on en fait un devoir. Et c'est où il y a un problème, en fait. Ça, c'était mon apport. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Innocent. Lisa voulait continuer peut-être, ou il y a Lisa. rebondir. Lisa? Oh, excusez-moi, je n'ai pas baissé la main. Excusez-moi. Vous vouliez peut-être réagir par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au libertinage, au MSN? Non, ce que vous avez dit, je crois que c'est vraiment ça. Hein. Étant donné que la personne quitte chez elle pour aller vers ces endroits-là, c'est qu'il y a un consentement quelque part. Peut-être que certains ne sont pas au courant de tout ce qui va se passer. Quand c'est la première fois, mais à la longue, ils sont au courant, ils savent. Donc, je crois que c'est ça. Hein. Il doit y avoir beaucoup de codes aussi, ça c'est vrai. Il y a énormément de codes. Mais bon, on pourra, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner des articles et des ouvrages sur le sujet. Mais merci en tout cas. Il y a Michel Lé qui lève la main. Bonjour, bonsoir. Michel Lé. Bon. Sylvain, tu veux enchérir? Oui, oui. Donc, je voudrais intervenir au sujet de l'intervention de notre confrère Innocent, qui parlait en fait que les mariés au sein du couple sont parfois obligés de faire un acte sexuel. Ce que nous avons abordé aujourd'hui comme terme de consentement s'applique pour les deux parties en fait. Et que ce soit pour l'homme ou la femme, que ce soit pour la fille ou le garçon, c'est un concept qu'il faut toujours évaluer au niveau de l'équilibre. Parce que quand la relation entre les deux est déséquilibrée, il y a la notion de viol, il y a la notion de violence. Et alors, comment arriver alors à cet équilibre au niveau de la conception de quoi faire? Est-ce que nous sommes prêts pour faire l'acte sexuel? Est-ce que nous sommes prêts à faire ceci ou cela? S'il y a l'un ou l'autre qui n'est pas d'accord, le mieux serait de reporter l'événement en fait. Et s'il y a l'insistance
de l'un ou de l'autre. J'ai parlé tout à l'heure d'une conduite dominante. Donc, c'est de la domination. Il n'y a plus d'équilibre. Sinon, donc, quand il y a la domination, il y a une partie qui est dans la position soumise et c'est la personne qui est considérée comme la personne agressée, violée, tandis que le mari ou la femme qui se comporte comme agresseur ou agresseuse se situe dans la position dominante. Donc, il ne faut pas que, c'est le pourquoi d'ailleurs de cet espace, il ne faut pas que ça soit une obligation, parce que quand il s'agit d'une obligation, il y a alors cet aspect de contrainte. Et il a également parlé de d'autres. C'est aussi un aspect peut-être qu'on pourra aborder plus tard sous un autre, dans un autre section, je pense, parce que il s'agit en fait d'une dimension socio-culturelle qu'il faut toujours aborder et qui peut parfois même être à l'origine de ce que nous vivons dans nos contextes, l'absence de consentement au sein du couple. J'ai versé ma dot, je dois te traiter comme je veux. C'est comme si c'est un bien acheté. Là, on pourra développer cet aspect plus tard. Euh, Sinon, j'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, n'est-ce pas, Margot? Il y a Patrick Isampani qui lève la main. Oui, allez-y, Patrick. Oui, ok. Merci à tous les panélistes, hein, singulièrement à Silver et les deux autres. J'ai suivi toutes les interventions de différents collègues participants à la conférence au sujet. C'est très délicat. Moi, je suis de la RDC. Je travaille dans un projet avec l'École de santé publique. C'est un projet VIH. Je suis le responsable de tout ce qui est comme gestion de données. En fait, cette histoire de consentement, parce que nous, à un moment, avec CDC, nous avions essayé de mener des recherches pour savoir dans les cas de recherche de violences sur les partenaires intimes, les IPV. Et en faisant ce genre de vérification, nous trouvons que devant différentes personnes, comme certains l'ont dit, en dehors des questions de culture, mais c'est d'abord les personnes eux-mêmes ne comprennent pas si il commet un acte, est-ce que c'est un consentement qu'il a donné ou pas. Donc ça, c'est vraiment fréquent. Et la personne ne sait pas s'il commet cet acte, est-ce qu'il a donné son consentement ou pas. Cette étape-là, c'est difficile par moment pour certaines personnes de savoir que non, voilà, j'ai donné mon consentement ou pas. Mais au vu peut-être de la situation qu'il vit, comme l'a dit certaines personnes, il accepte de donner, d'offrir ou de satisfaire son partenaire. Donc, la notion de consentement devait être menée comme étant une activité prioritaire en dehors des aspects des lois pour les protections des droits humains, mais ça doit faire un élément de sensibilisation et d'intégration, même dans les systèmes de santé. Moins encore, on peut aussi de plus en parler même dans des écoles pour que les gens les cultivent, les prennent comme étant un élément moteur dans tout ce qui est comme violence basée sur les genres, parce que c'est très délicat. C'est vraiment très délicat. Si vous prenez les quelques données, vous allez trouver que vraiment les problèmes, c'est d'abord la personne qui ne reconnaît pas et ceux qui commettent ou agissent ne tiennent pas compte que je dois avoir les consentements éclairés et la personne ou les partenaires doivent être consentants devant ces genres d'actes sexuels. Donc, c'était ça ma petite préoccupation ou ma petite contribution à ces sujets, parce que même chez les personnes vivant avec le VIH, donc de manière générale, c'est souvent ça. Et même les gens ne reconnaissent pas leur loi ou leurs droits à ces stades. Merci. Merci Patrick. Innocent veut reprendre peut-être la parole? Effectivement, merci Delphine. En fait, je voulais contribuer tout à l'heure. Il y avait la dame le médecin, pardon, qui parlait par rapport au consentement au début, que lorsque quelqu'un s'en va dans une fête MSN ou libertine, il a un consentement dès le début. Déjà, même dans un couple, il faut savoir qu'à un moment, on peut éprouver le désir au début. On peut vouloir, mais après, à un moment donné, cette envie part.
il faudrait que le partenaire ou la partenaire, ou même les partenaires, puissent savoir lire les signaux. Parce qu'en fait, il y a toujours ces signaux. On peut être en train d'être dans les préliminaires, la personne retire déjà ton bras et te dit stop. Il faut savoir s'arrêter à ce moment-là. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu le consentement au début que ça veut dire que le consentement va jusqu'au bout. La personne peut désister après. La personne peut penser à autre chose et qui enlève le désir dans sa tête. Et il faudrait qu'on arrête à ce moment-là, qu'on puisse savoir s'arrêter. C'est pas parce qu'il y a eu un consentement au début que cela justifie le viol qui vient après. C'est comme par exemple, je vais prendre un petit témoignage chez nous, les jeunes en Afrique. On a ce qu'on utilise souvent qui s'appelle la tactique de la terre brûlée. Lorsque tu invites une fille, tu te dis, il ne faut pas qu'il y ait de chaises dans ma chambre. Là, ça veut dire que forcément, si la fille vient chez toi, il faut dire forcément qu'il y ait rapport sexuel. Donc, à ce moment-là, dans la tête de la plupart des personnes, c'est créer un lien. Si la fille est venue, ça veut dire que forcément, elle a déjà accepté. Or, c'est pas souvent ça. La personne peut juste avoir envie de flirter. La personne peut juste avoir envie de causer, de dialoguer. Mais là, la plupart du temps, il y a des viols dans ce cas-là. Il y a des chantages émotionnels. Il y a des chantages financiers qui entraînent le non-consentement des personnes, mais qui se trouvent obligées. Par exemple, vous aurez une jeune fille qui, pour faute de moyens, va avoir des rapports sexuels avec un homme qu'elle ne veut pas, qui va y obliger en lui disant, ah, si tu ne veux pas, alors tu oublies mon argent. Donc, vous voyez que à certains moments, la notion de consentement est assez difficile, surtout selon les sociétés. Dans certaines de nos cultures, lorsqu'un mari décède, on cède sa femme aux frères cadets du mari. Vous voyez un peu là. Donc, que la femme le veuille ou non, elle devient l'épouse du cadet. Et parfois, dans certains cas, on se retrouve avec des fils qui prennent les femmes de leur père comme femmes. Donc, la femme devient une sorte d'héritage. On enlève son consentement, on enlève son libre arbitre, on enlève son propre choix pour qu'elle devienne en fait comme une sorte de bien, un héritage comme tout autre, qu'on va attribuer à une autre personne. Donc, les cultures, les traditions et même les rites jouent pour beaucoup dans la notion de consentement, surtout en Afrique. Et vous savez, lorsque quelque chose se fait depuis longtemps, quelque part, on se dit que c'est devenu la norme. Et en Afrique, ce qui n'est pas normal est très normal pour certains. Parce que lorsque vous allez voir, à une certaine époque, on prenait des jeunes filles de 10 ans, qu'on mariait à des vieillards. Et là, c'était normal. On disait, elle n'a pas le choix, puisque là, la femme, elle n'avait pas son mot à dire. Et c'est vraiment assez douloureux. C'est pourquoi dans mon propos liminaire, j'ai dit, tout est d'abord au niveau de base. Il faudrait des réformes morales, il faudrait rééduquer, sensibiliser. Et des forums comme ça, s'ils pourraient toucher le plus grand nombre de personnes, ce serait vraiment, vraiment, vraiment une grande aide, non pas seulement pour l'Afrique, mais pour tout le monde entier. Parce que beaucoup de gens commettent ces crimes-là, comme le disaient certains de mes prédécesseurs, sans même savoir que c'est un crime. Vous allez voir un mari, parce qu'il a épousé une femme, il se dit, si je veux avoir le rapport sexuel, alors elle est obligée. Et dès qu'elle va refuser, il va insister. Lui, dès qu'il va commettre cet acte, lui, ça va, alors que c'était un viol. Et la femme elle-même aura peur de dénoncer le viol en question. Et c'est vraiment cela qui fait mal, parce que la famille en Afrique est d'abord la première coupable. On a des cas où jeunes filles se font violer par des proches de la famille ou des membres de la famille, mais elles n'arrivent même pas à s'exprimer parce que dans ce cadre-là, la famille étouffe. Donc, la notion de consentement, je dirais, c'est vraiment difficile à appliquer dans le contexte africain. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, si quelqu'un va dans un groupe LGBT, il y a des signes, il y a des choses. Vous savez, en Afrique, les tendances de l'habillement, de la bijouterie et autres se font parfois dans l'ignorance. Le jeune Africain s'habille parce qu'il a vu une tendance européenne, américaine ou asiatique. Or, parfois, une bague que tu mets à un de tes doigts envoie un signal que soit tu es un passif, soit tu es actif, et tu te retrouves dans un milieu comme ça, tu as une bague qui est comme celle-là. Finalement, tu as envoyé un signal que toi-même tu ne sais pas.
tu peux porter des couleurs, comme par exemple actuellement, lorsque tu t'habilles en arc-en-ciel, ça renvoie forcément à une certaine communauté. Mais beaucoup de jeunes s'habillent comme ça. Et quand tu dis à celui-là, est-ce que tu sais qu'en fait, le fait que tu mettes cette couleur arc-en-ciel signifie ceci? Il est surpris et étonné. Donc, ça veut dire que malgré tous les codes que les sociétés utilisent, les sociétés LGBT utilisent, certaines personnes sont parfois victimes de leur ignorance. N'oublions pas ça. Donc, il n'y aura pas forcément consentement. Tu peux te retrouver à un endroit où tu ne sais pas. Parce que, par exemple, vu qu'en Afrique, ce n'est pas légal, il y a certains bars où ils vont organiser des rencontres et toi, tu peux être hétérosexuel, te retrouver à ce niveau-là. Et parfois, les gens se font droguer. Le matin, il se réveille, il a eu des rapports sexuels non consentants avec des personnes qu'il ne connaît même pas. Par la suite, c'est parfois même des chantages. On commence à vous envoyer des vidéos où vous êtes obligé de recommencer là. En fait, on vous envoie des vidéos, on vous dit si vous ne repartez pas, alors la vidéo sera diffusée. La personne va repartir entretenir l'acte de façon forcée contre son consentement. Donc, beaucoup d'abus se font dans la société africaine, européenne ou américaine, quelle que soit la société, parce qu'en fait, il n'y a pas une réelle éducation sexuelle à la base. Même lorsqu'elle se fait, elle est toujours assez limitée. Merci. Merci beaucoup de ce témoignage, Innocent. C'était très émouvant, surtout, effectivement, et vous l'avez évoqué, effectivement, c'est un sujet qui est difficile. Hein, on est déjà au Sexonium 2. Je crois que Margot, tu vas en faire un troisième, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement tout est à construire. Mais effectivement, vous l'avez évoqué, Innocent, c'est l'éducation sexuelle. Et voilà, il faut à un moment donné en parler. L'ignorance, vous l'avez évoqué, fait que voilà, on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment je suis dans le consentement, le non-consentement. Donc tout ça, vous l'avez, cette réforme morale est fondamentale et tout est à faire. Vous avez évoqué encore le lévirat, hein, d'épouser le frère. Je pensais que c'était des pratiques qui ne se faisaient plus trop, moi qui vais depuis 35 ans en Afrique. Je pensais que c'était les jeunes générations innocents sont encore dans le lévirat. Effectivement, dans certaines de nos sociétés, comme par exemple à l'ouest de mon pays, cela se fait encore. Et je voudrais aussi préciser que l'éducation sexuelle ne doit pas seulement se limiter à l'enfant. Même les parents en Afrique ont besoin d'être éduqués. Les parents sont parfois plus limités que les enfants parce que les enfants ont une certaine ouverture d'esprit. Mais le parent, il s'arrête sur les idées reçues, sur les dogmes de la tradition et de la culture. Et c'est vraiment ça qui rend les choses difficiles. Parce qu'il faut éduquer non seulement les parents, mais aussi les enfants. Non, mais il y a un gros travail. Et bon, en Afrique, on a la chance d'avoir des tissus associatifs extraordinaires. Hein, donc, il faut que tout le monde, les médiateurs, les associatifs, hein, fassent des ateliers, des échanges avec, comme vous dites, les parents. Hein, il faut éduquer aussi les parents, ça vous l'avez dit, et c'est tout à fait juste. Donc voilà, il faut pas se dire que voilà, on part de rien. Il y a tout à faire, mais aussi en France, en Europe. Et c'est un sujet, en tout cas, ce qui est important dans le message qu'on voulait vous faire parvenir avec Silver, c'est que il faut, lors d'une consultation ou lors dans une association, je pense qu'il faut avoir le courage de pouvoir aborder ces thématiques. Voilà. Quand une femme, un homme, parce que là, bien évidemment, Silver l'a repris, hein, on ne parle pas que des femmes, hein, on parle aussi beaucoup des hommes. Il y a énormément de violence. Les hommes subissent beaucoup de violence. Je pense qu'il faut inclure dans ces consultations ces questions-là. Et il faut, notre rôle en tant que professionnel, médical, paramédical, sociaux, il faut évoquer ça dans nos consultations. Je pense que c'est très important, ce qui va faire avancer, évoluer la morale et qu'effectivement, le savoir fait qu'on change. Voilà. Si tu veux rebondir, Sylvain? Oui, oui, Delphine, ce que vous dites est tout à fait vrai.
Je vous partage l'expérience de notre structure, de la SOA Burundi. J'ose espérer que la SOA existe aussi au Cameroun, le littoral du Cameroun. Au niveau de la SOA Burundi, je l'ai mentionné que nous avons un centre de convivialité pour jeunes et adolescents. Et dans ce centre, nous accueillons des jeunes qui viennent se faire dépister ou qui viennent pour des soins, soit en multimensuel. Quand ils viennent, ils bénéficient des séances d'éducation sur la sexualité. Ce sont ces jeunes. Et il y a des groupes de parole qui sont organisés par les jeunes eux-mêmes pour les informer sur la sexualité, comment mener une sexualité responsable, euh, soit si tu as un statut VIH ou avec ceux qui ne connaissent pas ton statut ou ceux qui connaissent ton statut. Il en est ainsi pour les parents qui viennent, qui nous rendent visite dans notre structure. Il y a des groupes de parole qui sont organisés pour justement aborder ces thèmes parce que nous savons que elles ont des enfants dans leur ménage, soit qui vont à l'école ou qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas la chance de bénéficier de cette éducation sexuelle. Et c'est à ce moment-là, comme le terme consentement, franchement, j'ai appris dernièrement quand on a abordé le cours dans le cadre des DDU, que vraiment le consentement est un élément important pour pouvoir mener une sexualité saine et responsable, que tu sois marié ou non. J'y vais directement avec la question qui a été posée. La question, c'était laquelle en fait? Pardon? Delphine, je me perds un peu. Excuse-moi, je sais pas, Sylvain, oui? Oui, je disais Non, que non, je me perds un peu, oui. non, tu l'as évoqué par rapport, on était à l'éducation sexuelle et par rapport à l'expérience que tu avais dans Oui, l'association de la SOA avec les oui, groupes de parole que vous menez depuis très que nous longtemps. menons, oui. Hein, vous avez des ateliers sur les violences, vous accueillez Oui, des femmes et des hommes qui ont subi des violences. Donc, je oui, sais qu'à la SOA Burundi, euh, c'est quelque chose que vous avez pris depuis très très longtemps, voilà, en marche. mhm, Et c'est ce qu'il faut faire dans les autres pays. En l'occurrence, il faut créer des lieux où les jeunes, mais aussi les parents, les moins jeunes, peuvent s'exprimer. puissent venir s'exprimer, Mhm. apprendre. Hein, tout à l'heure, Innocent le disait, hein, je pense qu'il faut vraiment lever tous ces tabous. Les jeunes, effectivement, pardon, pardon. Donc voilà, c'était ça, Sylvain, je pense, Oui, l'idée oui, que c'était vous ça. En vouliez fait, oui, oui, évoquer Delphine, en et de fait, si nous voulons que les partager. choses changent, si nous voulons que les choses changent, il faut d'abord, il faut que nous, en tant qu'intervenants au niveau des structures de prise en charge ou au niveau de la dispensation des soins, que nous puissions d'abord nous aussi comprendre est-ce que le consentement est une thématique importante pour accompagner ceux qui viennent dans nos structures pour bénéficier des services, soit des services sur le plan psychologique, médical, légal. Là, vraiment, si nous arrivons à comprendre qu'il s'agit d'un élément important pour accompagner nos communautés, ça sera plus facile aussi de changer les mentalités qui sont là, qui considèrent que l'homme ou la femme accepter donc si elle dit ou il dit non, est synonyme de oui, ce qui n'est pas toujours le cas, et que par exemple le consentement de 2024 ce sera le même pour l'année 2027.
tout ça, vraiment, que les gens comprennent que le consentement doit être dynamique en fonction de la configuration psychologique de chaque individu. Et depuis tout à l'heure, Silver, on parle effectivement du territoire africain, mais de ses pratiques culturelles, religieuses. Mais enfin bon, quoi qu'il arrive, et quoi qu'on pense, le viol est un crime. Et il doit être puni. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut aujourd'hui, moi, quand je suis souvent allée en Afrique, on me disait, oh là là, t'abordes des sujets compliqués. Oui, mais si on les aborde pas, les choses évoluent pas. Et donc, il faut, même si on met du temps, même si, voilà, c'est compliqué, je vous dis encore ici en France et en Europe, mais néanmoins, c'est un viol et ça doit ne pas rester impuni. Voilà. Moi, je voulais vous évoquer, et on donnera après la parole à Sedovi, moi, je voulais vous parler aussi de la condition de la femme en Inde. Une femme en Inde qui porte plainte pour viol contre son mari ou son agresseur risque la prison. Si elle n'a pas été au préalable subi une lapidation par sa propre famille ou son mari. Selon la charia et la loi islamique, et aussi à l'origine de beaucoup de politiques sexisme au sein de les sociétés musulmanes et opprime la liberté d'expression, les droits des femmes, ainsi que les droits humains. Les garçons sont plus souvent admirés que les filles dans la culture sud-asiatique, ce qui provoque chez l'homme un sentiment d'ayant tout droit, ayant droit, et ne doivent jamais être plus bas que les femmes, et dans aucune manière, ni physiquement, ni émotionnellement. Pas d'éducation sexuelle, toujours des avortements clandestins, et l'homme ne se préoccupe absolument pas du plaisir, du désir de sa partenaire. Voilà. On peut faire un patchwork comme ça de tous les endroits du monde. Partout, c'est compliqué. Les droits humains sont bafoués. Et il faut justement en parler. Donc l'Afrique, c'est difficile, mais vous voyez, de ce que je viens d'évoquer en Inde ou en Asie, c'est pas plus simple non plus. Sedovi, tu voulais Oui, reprendre la parole? merci, Sedoui est là. Je vous remercie une fois encore. Et je veux aborder la question de l'Évira, qui est toujours d'actualité en Afrique. Et c'est une problématique très importante qui ne dit pas son nom, surtout quand le mari défunt possède des biens, alors la famille du mari lui impose le lévira pour pouvoir continuer la jouissance des biens. J'ai écrit sur la succession foncière des femmes dans la commune de Huobe, que j'étais venu exposer au Tchad, en N'Djamena, et on a compris que le problème est préant dans tous les continents presque de la succession foncière. Abordant cette question de droits de femmes, on constate que ces questions trouvent leur source dans les normes où nous avons des normes générales impersonnelles, des normes traditionnelles qui influencent négativement la mise en route des droits des femmes. Donc, je peux dire en un mot, le levier sur lequel il faut agir, comme Delphine l'a dit tout à l'heure, quand nous prenons par exemple les, les, les Asiatiques, où on sent que en Asie, les femmes sont marginalisées, c'est à cause de la charia, de la loi islamique. Que peut-on faire là? Je trouve qu'il faut donc avoir un modèle qui puisse être ancré qui puisse interagir sur les dirigeants de ces églises. Il faut les faire participer d'une méthode ou d'une autre à des formations où ils trouvent un intérêt pour se désengager. Pareil en Afrique, où il faut associer les têtes couronnées, les chefs traditionnels, les chefs de ligne, les chefs coutumiers à des formations spécifiques
pour leur montrer le bien-être. Chez nous, on parle de la libération de la femme, parce que la femme n'est pas libre. Donc, je pense qu'il faut penser à agir sur ces leviers dans des programmes pour faciliter l'acceptation des droits de la femme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Quelqu'un veut réagir? C'est encore chargé d'émotions tout ça. Hein. Oui. C'est plein de choses qui ont été dites ce soir. Moi, je suis toujours... voilà, voilà, c'est chargé d'émotions, ça va nous demander du temps de réflexion, c'est tellement des sujets difficiles, mais voilà, faut pas lâcher, Silver, il faut que personne ne lâche. Il faut, je crois, dans chaque endroit, chaque pays, chaque centre de santé, on puisse aujourd'hui avoir un lieu d'écoute pour ces hommes et ces femmes qui subissent des violences, des crimes. Les choses vont évoluer si on en parle. Voilà, je pense qu'il faut en parler. Le monde ne changera pas, les guerres existeront toujours, malheureusement. Les conditions de vie aussi, mais je crois que même si on sauve une femme, un homme, c'est déjà extraordinaire. Et je crois que à chaque consultation, cette écoute attentive, cette bienveillance doit être dans chaque consultation. On réglera pas tous les problèmes traditionnels et puis on n'est pas là pour ça. Hein, on peut pas changer les choses. On peut pas comprendre toutes les sociétés, toutes les cultures, toutes les religions, mais je crois que il faut lever ces tabous et c'est en parlant, en discutant tous ensemble que nous arriverons à faire changer les choses. On l'a vu au Burundi hein, lors de l'atelier. On n'avait peut-être pas assez de temps, mais en une journée, on a pu discuter de plein de choses et la personne le matin n'était pas la même le soir. C'était ça qui était intéressant. C'est que du coup, il y a toute eu cette réflexion et je vois avec Silver aussi. On a beaucoup échangé sur cette thématique au Burundi et je pense que toi-même, tu as évolué sur ce consentement dans ta pratique professionnelle, dans ta pratique personnelle. Et ça fait réfléchir tout le monde, et c'est ça le but. On n'est pas là pour trouver tout de suite une solution, on est là pour réfléchir ensemble de comment on peut l'aborder, l'évoquer. Tout à l'heure, Innocent a dit, enfin tout le monde a dit des choses extraordinaires, et je pense que on doit avancer voilà, dans des échanges et des ateliers comme ça. Et puis se faire des partages de documents, voilà. Je voulais en tout cas vous dire que c'est toujours vraiment chargé de beaucoup d'émotions. Merci en tout cas à tous. Delphine, pour amener nos sociétés à jouir pleinement du plaisir, de la procréation, aussi bien pour la femme que chez l'homme, il faut que, en fait, nos sociétés et nous-mêmes, nous puissions changer notre univers mental pour évoluer dans le sens de lutter contre tout ce qui peut nuire au bien-être physique, mental et psychologique de toute personne, qu'elle soit femme ou homme. Et pour y arriver, ça nous demande du travail. Ça nous demande du travail en don de soi pour changer nos pratiques qui sont dans différents pays, y compris le Burundi, et qui poussent chaque personne à ne pas jouir vraiment de sa santé sexuelle comme il l'entend avec son partenaire. Et tout cela est une affaire d'éducation, est une affaire de changement de mentalité. Et pour y arriver, c'est moi, c'est Delphine, c'est Margot, c'est Innocent, c'est Patrick, c'est tous les participants ici qui ont accepté de venir pour contribuer vraiment au changement des mentalités qui font que on considère que
la sphère sexuelle n'est pas abordée dans le quotidien, alors que chaque individu doit évoluer sur tous les plans, y compris le plan sexuel. Silver, il y a quelques années, ça fait quand même très 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 longtemps que je vais au Burundi et ça fait 35 ans que je m'occupe du VIH, mais avec le professeur Papazian Patrick, que je salue, Oui. on a créé l'association Sexologie sans frontières, où on va former, et ce qu'on fait au Burundi, et puis peut-être probablement au Cameroun, mais quand tout début on a donné ce projet-là, on ne nous donnait pas beaucoup d'espoir, parce qu'effectivement on allait bousculer des tabous. Ben, au bout de 3-4 ans, là, on peut s'apercevoir que, eh ben, on a eu raison d'insister, on a eu raison de persévérer, parce qu'on n'a jamais eu autant de monde dans les sessions. Ce sont des sujets sexuels tabous, mais on peut tout aborder. On y va forcément, on n'est pas là pour révolutionner les choses, on n'est pas là pour changer, hein, mais en tout cas, on est là pour en parler et donner un savoir. On donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup. Et c'est pour ça qu'avec Patrick Papazian, on continue ce combat parce que il faut que les choses changent et elles changent. Quand je vois en France, avec des infectiologues avec qui je travaille depuis 35 ans, la santé sexuelle n'était jamais abordée. Hein, et il a fallu, voilà, quand je suis devenue sexologue, en disant, mais même dans le VIH, quand même, il faut aborder les pratiques, il faut aborder le désir, le plaisir, les dysfonctions sexuelles. C'était même pas évoqué par les médecins. Donc, ben, les mentalités changent. Maintenant, les médecins parlent un peu plus de santé sexuelle, de plaisir, parlent plus de violence, posent un peu plus de questions. Et ben, c'est petit à petit, et je pense que voilà, on lève les tabous au fur et à mesure. Et puis, tout dépend de notre religion, notre éducation. On a fait à 7 avec Margot et professeur Catherine Katlama, professeur Papazian, une session extraordinaire d'atelier. Euh, et puis, euh, bah, cette année, il va y avoir la deuxième session. Donc, on sait que ça, voilà, c'est des sujets qui intéressent et qui doivent changer. Les gens souffrent, et les crimes et les choses peuvent changer, évoluer. Il faut dénoncer. On peut pas être, on peut pas avoir ce regard en tant que soignant de violence que nos patients peuvent subir. C'est pas possible. Voilà. C'est mon petit mot de conclusion. Enfin, il y en a encore 15 minutes, donc je vous laisse. Je me permets partager. parce que Oui. dans le chat, il y a Innocent par rapport à ce que tu viens de dire qui dit comment entrer en contact et devenir un acteur de sexologie sans frontières au Cameroun. Eh ben, bienvenue Innocence, avec plaisir. Euh, Margot, on pourra partager nos mails parce qu'on a un projet avec Patrick Papazian de se rendre au Cameroun, justement, faire une session de santé sexuelle. Bon, rien n'est pas encore vraiment tout construit, mais en l'occurrence, c'est un des prochains pays où on va aller pour faire une session de santé sexuelle. Donc, Innocent, bienvenue dans notre premier étudiant en santé sexuelle. Mais on va venir au Sénégal aussi. Bon, tout ça demande du temps, pas mal d'argent. Et voilà, mais on va petit à petit, Sexologie sans frontières va, grâce à vous, parce que l'idée, c'est de vous former. Là, le Burundi, c'était de former des formateurs. Maintenant, le Burundi n'a quasiment plus besoin de nous. On va quand même toujours être dans la supervision, mais c'est grâce à Solange, Silver et surtout le grand travail que Thierry et Jean-Vière peuvent faire. Ce sont des médecins qui prennent le relais. Et nous, on prend du recul un petit peu, on s'efface, tout en étant toujours en supervision, parce que ça c'est important hein, mais l'idée c'est de former des formateurs qui vous formeront. Et puis voilà, on va attaquer le Cameroun et avec grand plaisir. Merci en tout cas. C'était vraiment une deuxième session toujours très émouvante. Je vais laisser Silver s'il veut conclure. Je suis trop bavarde, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein, merci à tous. Silver, si tu veux conclure. Bon, oui, juste, bon, Margot, tu as à dire.
Oui, mais alors moi, ce sera un peu plus formel et logistique, Silver. Donc, si tu veux y aller d'abord, je Ok, conclurai en oui, parlant des oui. Donc, replays, des processus. mhm. Oui, donc, comme vient de le dire, vraiment, tout le monde est conscient que c'est une thématique extrêmement importante pour pouvoir évoluer, faire évoluer la science, parce que, comme vous le savez, la médecine a évolué, la psychologie a évolué, les soins infirmiers ont évolué. Mais le concept de sexualité, de consentement euh, évolue très tardivement. Et pour y arriver, pour considérer la personne dans sa globalité, dans sa totalité, nous devons aussi faire avancer cet aspect et considérer vraiment l'aspect lié à la sexualité et au consentement comme partie intégrante du développement d'une santé saine. Et tout cela est fonction de l'évolution même de l'éducation en matière de la sexualité. Et nous tous, nous nous sommes convenus que c'est une thématique qui doit être abordée au plus bas âge et aussi pour différentes familles. Et cela pour permettre à, à chacun et à chacune de vivre sainement sa vie sexuelle avec son partenaire ou sa partenaire. Il y a Moussa, on a le temps encore un petit peu, Marco. Il y a Bien sûr. Moussa Sidibé qui veut intervenir. Bonsoir, Moussa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on vous laisse la Bonsoir parole. Moussa. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Sylvain Moussa, je suis médecin à la clinique de Bamako à 400 plus. C'est vrai, j'ai pris le thème en retard, mais c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. La santé sexuelle, c'est un tabou, mais à chaque fois qu'on touche, on voit des souris sur le visage. Et chacun a quelque chose à exprimer. Donc c'est pourquoi au niveau de la clinique, on a instauré une activité qu'on appelle la télé de santé sexuelle. On fait avec des jeunes, surtout les jeunes à haut risque de VIH. Cette atelier vraiment nous permet vraiment d'intégrer, de comprendre la sexualité de tout un chacun. Mais ce sera mieux aussi, comme par les sexologistes sans frontières, nous serons intéressés aussi par cette activité. Comment y accéder, voilà. C'est la question que j'aimerais aborder. Tu veux que je prenne, je réponds Delphine pour pour pouvoir participer aux activités. J'ai mis mon adresse mail dans le chat. Donc c'est plus simple parce que là, on va perdre l'historique des discussions. Donc tous ceux qui ont des questions ou besoin de mise en relation, n'hésitez pas à m'écrire un mail après la session. Comme ça, j'assurerai le relais avec Delphine et Silver. Et je vois que la notion de sexologie sans frontières revient beaucoup. On a effectivement l'année dernière effectué un atelier à 7 où on avait 50 participants et on a pu aborder un grand nombre de thèmes relatifs à la santé sexuelle. Ça a été un super succès. Donc on prépare une deuxième édition pour le mois de novembre. Et en tant que participant aux ateliers Sexonum, sexologie, santé sexuelle de la Fravie, vous allez être prioritaire pour les candidatures. Donc, on va bientôt faire partir une communication. Vous aurez la possibilité de candidater. On a des places de boursiers, des places de non-boursiers. Donc, après, voilà, il y a plein de conditions. Mais vous recevrez les communications relatives à tous ces événements. Merci beaucoup. Merci, Margot. Il reste quelques minutes, Silver. Allez, vas-y, je te laisse. Donc, je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question qui est restée en suspens, qu'on n'a pas pu aborder. On dirait qu'il n'y a plus personne qui veut prendre la parole. Il n'y a plus de... Oui, oui. Sinon, tout le monde est conscient que c'est un espace extrêmement important pour nous en tant que panélistes, mais également pour tous les participants.
et également à Margot qui a facilité, qui a facilité la logistique pour cette formation, cet espace d'échange. Et j'espère que elle n'est pas la dernière. C'est une occasion aussi de nous renforcer mutuellement pour justement contribuer. Chacun donne sa contribution pour rendre meilleur notre univers et aussi pour avoir des générations qui ont les possibilités de jouir pleinement de leur vie et également de pouvoir mener une orientation sur le plan, je m'excuse un peu, donc faire des orientations, des choix éclairés en vue vraiment d'opérer des choix qui permettent à avoir une vie décente. Et tout cela en considérant que la vie sexuelle est un élément important pour tout ce qui est une vie normale chez la personne. Et quand il y a un dysfonctionnement à ce niveau, ou une insatisfaction à ce niveau, ça crée un déséquilibre. Et pour toute personne déséquilibrée, vous comprendrez que son évolution est également compromise. Merci beaucoup. Moi, je n'ai rien à rajouter. Juste remercier tous les participants. Margot aussi, merci beaucoup. Silver, alors là, respect. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et vraiment, tu as été extraordinaire. Il va falloir qu'on continue sur ce travail parce que l'idée, voilà, on en parle. Maintenant, il faut agir. On va revenir avec Patrick au Burundi pour notre session et effectivement, on verra, on supervisera ce que tu as mis en place à la SOA parce qu'on sait qu'avec Janvière, vous faites énormément de choses. Voilà, l'idée, il ne faut pas que ça reste des mots, il faut qu'il y ait des actions, surtout. Et voilà, il faut se mouiller un peu pour se remonter les manches, oser. Et puis, les choses passent quand on n'est pas dans le jugement, hein, quand on est dans la bienveillance, je pense que tout peut passer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et à une très prochaine Sexonium. Merci Margot. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir Sylvain. Au revoir. À plus.